perpétuelle, chers consoeurs, chers confrères, l'Académie est très heureuse de recevoir l'un de ses membres, Monsieur Rémi Rioux, directeur général de l'Agence française de développement. Monsieur le directeur général, chers confrères, vous êtes historien de formation, puis vous avez fait l'ENA, et au cours de votre scolarité, vous avez fait un stage à Cotonou auprès de notre ambassadrice au Bénin, et Jean-Pierre Vidon et moi, nous nous souvenons très bien de vous avoir rencontré à l'occasion du sommet francophone auquel participait le président Chirac. À votre sortie de l'ENA, en 1997, vous choisissez la Cour des comptes, vous y restez 7 ans, vous gravissez les différents grades, vous êtes conseiller maître de la Cour des comptes. Puis vous servez pendant 10 ans au ministère de l'économie et des finances, à la direction du Trésor, à l'Agence des participations de l'État, et à la direction du Trésor, vous allez occuper cette sous-direction qui est très importante et qui va déterminer beaucoup la suite de votre carrière, qui est la sous-direction des affaires financières multilatérales et de développement. Vous êtes enfin directeur de cabinet du ministre, Pierre Moscovici, de 2012 à 2014. Ensuite, M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, vous nomme secrétaire général adjoint du Quai d'Orsay, avec mission de piloter toute la dimension finance de la COP 21 du Bourget. Vous préparez l'agenda finance de la COP, et vous négociez ensuite le volet finance majeur de l'accord de Paris sur le climat de décembre 2015. En 2016, vous êtes nommé directeur général de l'Agence française de développement et vous êtes reconduit 2 fois, avec à chaque fois une très forte majorité dans les commissions des 2 assemblées. Depuis 8 ans, le mandat de l'agence a été élargi, les moyens ont été renforcés de manière continue. En fait, le budget de l'aide publique française au développement est le seul budget de l'État qui est cru régulièrement depuis 8 ans. Et l'agence finance chaque année 1 millier de projets en faveur du développement durable et des biens communs. Et vous avez inclus des sujets nouveaux, des activités nouvelles, avec par exemple la culture et le sport. Votre politique de recrutement vise la parité entre les femmes et les hommes, mais c'est aussi un critère important pour vous de sélection de vos projets. Sous votre impulsion, l'AFD est devenue plus interdisciplinaire et plus partenariale avec d'une part le secteur privé et d'autre part les grandes banques de développement des autres pays. Et vous avez renforcé, ça a été vraiment dès le départ une volonté de votre part très, très importante, vous avez renforcé l'ancrage de l'agence dans la communauté internationale de l'aide au développement, dont vous êtes devenu l'une des figures de proue. Pendant 6 ans, vous avez présidé l'IDFC, International Development Finance Club, qui rassemble les 26 plus grandes banques de développement nationales et régionales du monde. Et vous avez pris l'initiative en 2020 de réunir pour la première fois à Paris 530 banques publiques de développement venant des 4 coins du monde pour faire évoluer collectivement leur stratégie et pour contribuer de manière concertée à la mise en œuvre des objectifs de développement durable des Nations Unies et des conclusions de l'accord de Paris sur le climat. Donc vous êtes à l'origine d'un processus fédérateur, vous avez structuré ce réseau qui s'appelle maintenant Finance en commun, avec des sommets annuels qui se tiennent alternativement sur chacun des continents, et vous présidez le comité exécutif de Finance en commun.
Vous êtes l'un de nos meilleurs experts des questions de développement. Ceci donne beaucoup de crédit à vos nombreux articles. Vous exposez régulièrement la politique de l'AFD devant les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat. Vous avez écrit 2 ouvrages, Réconciliation, et co-auteur et en dialogue avec Achille Mbembe, vous avez publié Pour un monde en commun. Ce Pour un monde en commun, ce dialogue inédit, est une réflexion sur l'ensemble des dimensions du développement, pas seulement les dimensions économiques et financières. Monsieur le directeur général, vous êtes le contraire d'un technocrate. Votre approche est une approche humaniste, avec, comme vous le dites, le souci constant d'être du côté des autres. Vous êtes au cœur des réflexions au plus haut niveau de l'État sur le nouveau partenariat que nous devons bâtir avec l'Afrique et entre l'Europe et l'Afrique. Justement, nous avons avancé l'heure de votre conférence pour vous permettre de rencontrer à 17h, à sa demande, le nouveau président de la République du Sénégal. Notre académie, dont faisait déjà partie votre prédécesseur Yves Roland Bicard, pour lequel nous avons une pensée très confraternelle, cette académie est la vôtre depuis 3 ans. Vous avez intitulé votre présentation « Fragmentation ou coopération, le rôle des banques publiques de développement ». Chers confrères, nous sommes très heureux de vous écouter. Bien, monsieur le secrétaire perpétuel, cher Dominique Barjot, mon président de la 2e section, cher Daniel Joanneau, je ne serais pas devant vous s'il n'y avait pas eu le Bénin, effectivement, en 1995, et la visite du président Chirac pour le sommet de la francophonie. Chers confrères, c'est un grand bonheur d'intervenir devant vous. J'ai été admis en mai 2022, c'était mon prédécesseur Yves Roland Bicard qui a prononcé mon discours d'admission. Je vais souvent le voir, je suis effectivement historien, donc je sais, je respecte le rôle, l'importance de cette académie. Je ne suis pas le plus assidu de ses membres, mais je le deviendrai peut-être. En tout cas, j'y aspire. Et je crois que c'est un endroit très important pour, effectivement, se souvenir. C'est accumuler ici une science, une connaissance, et réinventer. Et j'entends effectivement y prendre ma part. Et je vous remercie vraiment de l'invitation. Alors, on avait fixé ça il y a quelques mois. Je n'imaginais pas intervenir devant vous à ce moment précis, dans ce contexte précis, qui nous invite tous, je crois, en responsabilité, finalement, à se demander ce qu'on a cherché à faire, jusqu'à quel point nos compatriotes en ont conscience, ou quelle place ça a dans notre débat public. Effectivement, les directeurs généraux de l'AFD sont nommés maintenant depuis la réforme constitutionnelle du président Sarkozy après vote des commissions des affaires étrangères et de la commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat. Et donc, il faut rendre des comptes très régulièrement, beaucoup plus régulièrement maintenant, devant les responsables politiques et au-delà de l'action de l'agence et plus largement de la politique de développement. Donc, vous m'offrez une occasion de le faire et de partager finalement avec vous mon expérience que j'ai tendance souvent à qualifier de dissonance cognitive. Donc, partager avec vous une richesse ou parfois un inconfort lorsqu'on contribue à cette troisième politique, je dirais, aux côtés de notre diplomatie et de notre défense. Alors j'ai une présentation. Attendez, on va voir si ça marche. Voilà. J'ai choisi peut-être, pour être clair, de commencer par, Daniel l'a dit
très précisément déjà, mais vous dire d'où je parle. Et vous avez connu, beaucoup d'entre vous, la Caisse ou l'agence, ce qu'elle est devenue, ce qu'elle est en train de devenir. Vous dire ensuite que je crois qu'elle est en écho et qu'elle peut répondre à les attentes de nos concitoyens et des Européens, et aussi peut-être à la situation géopolitique dans laquelle nous sommes, et terminer par effectivement au-delà de l'AFD, avec la Caisse des dépôts, avec les autres banques publiques, quelle pourrait être cette contribution à la coopération plutôt qu'à la fragmentation, effectivement. Donc l'Agence française de développement, c'est la banque internationale de la France, la plus ancienne du monde, le 2 décembre 1941. Elle est devenue en 2022 un groupe constitué désormais de 3 entités. La maison mère qui finance les acteurs, je dirais, non lucratifs, publics, société civile, collectivités locales. La filiale Proparco qui finance le secteur privé du Sud. Nouveauté, une institution née en 2016 qui s'appelle Expertise France, qui n'est pas une institution financière, qui est le rassemblement de tous les opérateurs sous-optimaux, je dirais, que chaque ministère avait sécrété et qu'on a rassemblé à l'initiative du Sénat d'ailleurs, et de Laurent Fabius, pour avoir un outil qui n'est pas encore la GIZ allemande, bien sûr, mais qui a une certaine taille critique. Et l'idée, ça a été de l'adosser à la banque, à l'institution financière, pour avoir d'une certaine façon tous les instruments utiles à la politique de développement à disposition et se libérer de cette façon des instruments eux-mêmes. Dès lors que vous avez la panoplie complète, finalement, le seul sujet, c'est qu'est-ce que vous avez compris des enjeux, des blocages, des nœuds, et comment combiner les instruments de telle sorte qu'on puisse essayer de les dénouer. Et puis j'ai rajouté en dessous la Caisse des dépôts, parce que vous savez peut-être, j'avais beaucoup œuvré à la demande du président Hollande pour rapprocher, fusionner, faire un grand groupe avec notre banque de développement nationale, la Caisse des dépôts, une des plus grandes du monde, là où s'est accumulée depuis 1816 l'expérience du développement de la France, et notre banque internationale de développement, pour rendre la Caisse des dépôts plus internationale et l'AFD plus nationale. Bon, on n'est pas allé jusqu'au bout d'un point de vue structurel, mais on avait il y a 15 jours, on a renouvelé notre pacte stratégique avec la Caisse des dépôts, et je crois que c'est cette réflexion de lier l'international et le national beaucoup plus étroitement dans les instruments continue à progresser. Je pense qu'un jour, il y aura d'autres étapes dans ce domaine. Nous sommes d'ailleurs aujourd'hui la seule institution financière publique française qui est en dehors du groupe Caisse des dépôts, avec le mouvement de consolidation qui a eu lieu depuis quelques années. Les chiffres clés, je vous les épargne. Ça c'est la slide d'après, vous voyez, on a effectivement connu une très forte croissance après l'accord de Paris sur le climat. Je dirais c'est ça on s'est reparti par le climat plus que par le développement ou la lutte contre la pauvreté. Vous voyez, on est monté jusqu'à 14 milliards d'euros. Ensuite, l'agence a été stabilisée, je dirais, à 12 milliards, et on est reparti. Le chiffre d'ailleurs, les 2 derniers chiffres sont un peu inexacts puisqu'ils n'intègrent pas Expertise France. On a communiqué pour l'année 2023 sur le chiffre de 13,5 milliards d'euros d'engagement. Donc on est presque revenu au point haut. Et puis, vous avez vu, on a aussi bien progressé en matière de décaissement, de versement, parce que, in fine, c'est ça qui compte. C'est ça qui change la réalité, et c'est là qu'est notre performance. 1000 projets... le climat, vous voyez maintenant, ce qui est plus de quasiment les 2/3 des projets ont un impact positif dans la lutte contre le changement climatique. On tire, avec le climat, on tire la nature, la biodiversité. On a dépassé 2 ans avant l'échéance le milliard d'euros de financement pour la nature l'année dernière. L'égalité entre les femmes et les hommes, qui est aussi l'un des grands marqueurs de l'agence. On est maintenant 4500. Et vous voyez, 52% des engagements sont avec des acteurs qui ne sont pas les gouvernements. Donc on a aussi beaucoup diversifié nos partenaires dans les pays pour avoir toujours, on en parlera peut-être dans la discussion, des options, même quand la relation bilatérale, diplomatique entre États se trouve dégradée.
Et on est donc... Ah, attendez, je fais des bêtises. Voilà, sur l'empreinte géographique, vous voyez là, je vous ai mis nos agences, les points d'implantation. Donc, il faudra un jour changer le nom de l'AFD d'ailleurs, hein, parce que AFD, ça fait un petit peu trop APD, et ça fait un petit peu trop j'aime, je parlais du Bénin, j'aime bien sûr l'Afrique subsaharienne et l'Afrique francophone en particulier. On y travaille beaucoup à réinventer nos relations, mais enfin, vous voyez, l'avenir de l'AFD, l'avenir de notre coopération est beaucoup plus large en fait. Vous receviez, monsieur le secrétaire perpétuel, des visiteurs chinois. L'AFD a une expérience très intéressante de la Chine, évidemment, à partager, de la Chine en Chine et de la Chine hors de Chine. Ça, c'est sur les bureaux, les couleurs, c'est les différentes entités du groupe. Et puis, peut-être plus intéressant, notre organisation géographique. Donc, on a 4 départements géographiques. Le premier, qui ne fait plus, vous voyez, qu'un peu moins de 40% de l'activité de l'agence. Moi, j'aimerais bien un plus, d'ailleurs. Hein, ça reste notre priorité. C'est l'Afrique, toute Afrique. On a cessé dans l'organisation de l'agence de couper entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, parce que ça n'est pas comme ça que l'Afrique se gouverne, ça n'est pas comme ça que l'Afrique se développe, et on réfléchit à cette échelle. Un département Orient, vous voyez, qui maintenant pèse 30% de l'activité de l'agence. On l'avait conçu à l'époque des routes de la soie, désormais un petit peu oublié, mais je voulais avoir quelqu'un dans l'agence qui pouvait avoir un avis, une expérience, une compétence sur qu'est-ce qui se passe dans au moins la route terrestre de la soie, depuis les Balkans jusqu'à la mer de Chine. On a ajouté, et on change un peu notre organisation, on est maintenant présent dans les 12 pays membres de la communauté politique européenne, qui ne sont pas des membres de l'Union européenne. Et donc on vient d'ajouter, vous avez peut-être vu il y a 2 semaines, lors de la visite du président Zelensky, on a signé notre accord intergouvernemental pour intervenir en Ukraine. L'Amérique latine, évidemment, on est devenu le premier bailleur bilatéral en Amérique latine. Ça suscite d'ailleurs des réactions côté espagnol, très heureuses, qui reprennent aussi beaucoup de force. Et quelque chose évidemment de forte attente évidemment qui s'exprime de cette région du monde en direction de la France et de l'Europe. Et puis peut-être encore plus intéressant, on a décidé d'avoir un département dit des 3 océans, dans lequel on a ajouté au territoire ultramarin de la République, dans lequel historiquement, Caisse centrale de la France d'outre-mer, nous sommes présents, nous sommes un peu la caisse des dépôts de l'outre-mer. On a ajouté les pays voisins. C'est très intéressant aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, évidemment, où d'ailleurs les compétences que l'AFD a acquises dans des territoires de crise, malheureusement, sont attendues, sont demandées. J'étais à Maurice, à La Réunion et à Madagascar, et donc j'en suis revenu d'ailleurs très perturbé pour partager avec vous, et très inquiet. Et j'ai eu l'impression, dissonance cognitive, que j'étais le seul à voir certaines choses. On peut y revenir entre ces 3 pays, ces 3 territoires, si proches par beaucoup d'aspects, et si différents, et si éloignés, et avec des écarts de pression, enfin, pour le dire d'un mot, Comores, Mayotte, c'est très difficile. Je pense que Madagascar, La Réunion, ça va être plus difficile encore, beaucoup plus. Et il faut s'en préoccuper, je pense, maintenant, si on ne veut pas que dans 10 ou 15 ans, le problème explose. Et des choses beaucoup plus positives, évidemment. Voilà, donc c'est ça notre organisation, c'est un peu comme ça qu'on voit le monde et qu'on agit. Tout ça peut être changé, évidemment, selon notre compréhension des enjeux géopolitiques, j'y reviendrai. Bon, je ne rentre pas sur les aspects sectoriels, j'en ai un peu dit un mot en citant les chiffres clés. Encore une fois, c'est le climat qui a été le driver, c'est ça qui nous a redonné cette force. Et il ne faut pas le perdre, hein, même si on est à un autre moment maintenant, certainement, dans la discussion internationale.
Et si on a, vous voyez, on a ajouté la nature et le climat nous a permis de revenir. Il y avait ce matin la reconstitution du Gavi sur les sujets sociaux, santé et éducation, peut-être pas encore assez. Et finalement, la somme de tout ça, c'est ce qu'on appelle les objectifs de développement durable de 2015. Quel que soit le point d'entrée, il faut essayer d'avoir un impact positif sur les différentes dimensions du développement durable. Je reviendrai d'un mot sur migration peut-être un peu plus tard. Bon, la maison est solide, là aussi je ne rentre pas dans les détails, on vous a mis tous les prix qu'on reçoit, les notations, alors qui dépendent de celles de l'État français bien sûr, mais aussi les notations extra-financières sur la qualité de ce que nous produisons. Et on a eu encore hier, vous voyez, le prix de la Best Agency Funding Team. Donc ça, c'est notre équipe, notre salle de marché, en fait, qui a eu un prix international pour les émissions obligataires vertes et durables, qu'elle émet maintenant pour plus de 6 milliards d'euros par an. C'est plus de la moitié de notre financement chaque année au passif de notre bilan, qui est certifié donc, par les marchés comme d'une qualité exceptionnelle. Donc bravo à eux. La nouvelle stratégie, elle va s'exprimer puisque nous ne sommes pas défensifs mais offensifs. On présentera à notre conseil d'administration du 11 juillet prochain une nouvelle stratégie, non pas pour approbation, évidemment, il reviendra aux nouvelles autorités sorties des urnes d'imprimer leur marque à cette agence. Mais enfin, nous faisons une proposition. Et nous essayons de clarifier par les 4 termes que vous avez sur cette slide, quelle est la pertinence, quel est le rôle finalement de l'agence. Donc l'agence devenue groupe, ça c'est notre engagement institutionnel, et il faut faire travailler tous ces gens ensemble, c'est loin d'être terminé. Il faut arriver à le faire sans couture, de la façon la plus efficace possible. Ce groupe doit être génie français, bien sûr, et du côté des autres. Nous sommes probablement, par notre façon même de travailler, les financements de l'AFD passent toujours, sauf exception rare, par des maîtrises d'ouvrage locales, une machine, je dirais, à faire des amis à la France, en fait. Et à le faire de façon, j'y tiens, de la façon la plus claire possible, comme, je dirais, comme des amis. Voilà. Capable de dire à un ami quand il fait des erreurs, mais en renforçant la confiance. Évidemment, à côté d'autres capacités de l'État, et combinées avec elle. Mais je pense qu'il faut que l'agence joue ce rôle, et je crois qu'il est d'ailleurs de plus en plus clairement reconnu et appelé. Vous voyez, j'étais au Maroc la semaine dernière pour contribuer à renouer nos liens en y apportant la contribution de l'AFD, qui est loin d'être unique, mais je crois qu'elle est utile. J'ai vu ce matin le président Kagame, qui sait très bien le rôle que nous avons joué à partir de juin 2019, 2 ans après la visite du président Macron dans la réconciliation avec le Rwanda. Je suis la semaine prochaine en Tunisie, à la demande de notre ambassadrice, pour essayer aussi de voir et de parler, surtout d'écouter nos partenaires et d'essayer de tisser ce lien positif. 100% ODD, c'est l'engagement de qualité dont je vous parlais. Il ne s'agit pas de faire des choses au rabais, on est très exigeant sur la qualité des financements, le social et l'environnemental ensemble, et en étant redevable. Et puis, plateforme de mobilisation, ça c'est, l'AFD, c'est, bon, disons que c'est 14 milliards d'euros, donc c'est une goutte d'eau dans ce qui est nécessaire. Il faut absolument que cette maison soit la plus ouverte possible, plateforme, on a dit, et capable de mobiliser d'autres forces que les siennes. Et je demande que notre performance soit mesurée non pas seulement sur ce que nous finançons ou ce que nous appuyons, mais sur notre capacité à mobiliser. Mobiliser, bien sûr, les entreprises françaises, c'est très important. Et on le fait, vous savez, avec des règles qui ont été fixées par le gouvernement il y a maintenant 25 ans, c'est-à-dire nos financements sont déliés, ils ne sont pas obligatoirement gagnés lorsqu'un appel d'offres est lancé par une entreprise française, mais enfin on est très content quand on arrive à créer ce lien et qu'une entreprise française apporte un service, un bien de la qualité attendue dans la durée. Donc vous voyez, on a un marché sur 2 finalement international financé par l'AFD, gagné par une entreprise française. Beaucoup sont gagnés par des entreprises
sénégalaise au Sénégal, colombienne en Colombie. Mais enfin, je parle là évidemment des marchés accessibles à des entreprises internationales. Et on a pour, vous voyez, 3/4 des projets, un acteur français qui est concerné. Je pense à la société civile. On est devenu, le ministère des Affaires étrangères nous a transféré, on vient de fêter les 15 ans. Donc c'était en 2009 son grand guichet de financement des organisations de la société civile française, jusqu'à une date récente, qu'on a récemment élargi aux ONG de nos pays partenaires également, pour pouvoir aussi d'ailleurs mobiliser, on a commencé des fonds européens, qui voudrait aussi mobiliser cette plateforme unique, en fait, qui n'existe qu'à l'AFD, de lien avec la société civile. On peut aller plus loin, d'ailleurs. Vous avez quelques chiffres là, mais ça a transformé cette agence, qui n'est plus une banque, en partie pour cette raison. Les collectivités locales, tout devrait être bleu d'ailleurs sur cette carte, mais voilà, on pourrait faire mieux là aussi, je pense. Notre dispositif public est moins cohérent, je pense, là-dessus. Mais c'est très important, évidemment, de connaître, d'identifier, d'appuyer les élus qui portent ces sujets, qui en font un sujet politique dans nos territoires, et aussi les services des collectivités locales, qui sont eux aussi très attendus, très appréciés de nos partenaires africains ou ailleurs dans le monde. Là, je vous ai fait un graphique pas très clair, mais c'est vous dire qu'on est au cœur de ce qu'on appelle l'équipe Europe, Team Europe, qui est le travail qu'on a accompli avec la Commission européenne et tous nos collègues depuis 2019, qui est d'essayer d'organiser le système européen selon en vérité 3 piliers. Un pilier, le pilier central, c'est celui des banques publiques de développement, la KfW allemande, la Caisse des dépôts italienne, la SID espagnole, la BGK polonaise et l'AFD Caisse des dépôts française, avec la BEI qui est notre banque internationale. Les European Development Finance Institutions, ça c'est Proparco, et c'est 15 pairs, ceux qui financent le secteur privé. Et puis le réseau des praticiens, Practitioners Network, ça c'est Expertise France. Et toutes les agences de coopération technique, il y en a 25, je crois, en Europe. Et vous voyez, l'idée c'est que la Commission européenne, la BEI, la BERD, enfin, mobilise, oriente, organise ces différentes capacités de l'Europe. Et avec une idée derrière quand même, c'est que tout ne doit pas être à Luxembourg ou à Bruxelles. C'est-à-dire, il faut quelqu'un en Hongrie, il faut quelqu'un en Pologne, il faut quelqu'un en Italie, qui est capable de venir expliquer un petit peu de quoi il s'agit, qui peut aller sur un plateau de télévision et dire que bon, l'Afrique c'est compliqué, c'est quand même drôlement intéressant et d'avenir pour l'Europe. Donc je pense que l'idée d'une trop grande concentration au niveau communautaire de la politique de développement est une erreur. En revanche, il faut l'organiser et la déployer de façon beaucoup plus ambitieuse. On va voir ce que là aussi les nouvelles autorités envisagent. On a, disons, créé cette plateforme, elle est mobilisable. Et puis j'y reviendrai, l'AFD, évidemment, dès que les institutions multilatérales entrouvrent la porte, c'est pas toujours le cas, le premier qui rentre aujourd'hui c'est l'AFD. On est devenu, vous voyez de très loin d'ailleurs, on est devenu le premier partenaire de la Banque mondiale. En fait, c'est l'AFD qui cofinance le plus de projets avec la Banque mondiale au monde, et reconnu, je crois, respecté comme tel, dans un moment où la Banque mondiale, d'ailleurs, s'est beaucoup isolée, elle ne joue plus pleinement, on va y revenir, j'espère, son rôle multilatéral, et vous avez les autres institutions internationales avec lesquelles nous travaillons. Un mot sur, donc, ça c'est la base que nous avons constituée. Elle est d'ailleurs maintenant reconstituée, et la politique de développement aussi, Daniel Joanneau l'a dit. D'ailleurs, c'est pour ça que ça ne fait pas plaisir, mais il y a des coupes budgétaires. On a été protégé pendant, vous voyez, 8 ans de toute coupe budgétaire. Le temps de reconstituer ce 3e D de notre action internationale. Bon, maintenant qu'il est reconstitué, il n'y a pas forcément de raison que il ne fournissent pas son écho, comme toutes les autres politiques publiques, institutions publiques, quand il faut. J'étais directeur de le dernier directeur de cabinet d'un ministre des Finances qui a ajusté les finances publiques de plus d'1% du PIB.
On a perdu les élections d'ailleurs, mais on l'a fait. Il faut que tout le monde y contribue, on en prend notre part. Cette base, ce que je voulais vous dire, c'est, moi je crois très profondément, alors sans doute faut-il changer les noms, changer les concepts, oublier définitivement l'aide publique au développement, qui est devenu un vrai souci dans nos relations. Moi je crois qu'on est sur une veine, on touche quelque chose de très profondément vivant. Et on l'a mesuré, on a publié quelques semaines avant les élections européennes, sciemment, une enquête d'opinion. On le fait chaque année en fait. Chaque année on demande aux Français qu'est-ce que vous pensez du reste du monde et de la coopération. Cette fois on a posé la même question aux Polonais, aux Suédois, aux Allemands, aux Italiens et aux Français. Et ce qui était très frappant, c'est, je vous ai mis quelques slides, je vais les passer très rapidement, mais elles sont à votre disposition. Ce que ça dit, c'est les Européens, tous, de façon quasi unanime, sont massivement conscients des questions internationales, en fait. C'est-à-dire les migrations, le climat, la biodiversité, tout ça, les gens le savent très bien. Est-ce que les pays en développement vont avoir un impact positif ou négatif sur leur vie? Ça, c'est un peu... Enfin, vous voyez, les Italiens sont beaucoup plus optimistes que les Français sur ce point. Chez nous, c'est quand même d'abord une source d'angoisse, de stress, plus que d'opportunité. Une réponse assez claire en revanche sur est-ce que les Européens doivent régler tout seuls leurs problèmes ou est-ce que résoudre les problèmes passe par la coopération internationale. Là, il y a 3/4 des Européens qui disent que ça passe par la coopération internationale. Hein. Là aussi, les Italiens se distinguent. Le soutien à la politique de développement. Je ne sais pas si vous connaissez une politique publique qui recueille des tels niveaux de soutien. Vous voyez, la France se distingue un peu. D'ailleurs, vous verrez, on a perdu 9 points en un an, mais on est quand même à 66% de soutien. Et je vous signale à nouveau l'Italie, 87% de soutien, 21 points de plus que la France sur ce que les autorités italiennes sont en train de faire. Je pense d'ailleurs principalement parce qu'elles en font un sujet politique. C'est-à-dire, rien, parce que Madame la présidente du Conseil, elle doit régulariser beaucoup de migrants pour les besoins de l'économie italienne. Elle a développé l'argument avec le sommet de janvier, le plan Mattei, que une réponse c'était l'investissement en Afrique en fait. Et elle ravive d'ailleurs, je pense certainement, une fibre italienne de fierté aussi, nationale et d'intérêt, qui visiblement, on ne sait pas si ça va marcher, mais c'était encore très clair au moment du G7 la semaine dernière. Bon, le climat et le développement, ça va ensemble, ça, tout le monde l'a compris. Il faut arrêter de résister, il faut arrêter d'opposer ces deux mondes. Il faut le faire ensemble, tout le monde le sait. Occupez-vous des migrations, ça c'est le message de cette slide, c'est-à-dire il y a une contribution de la politique de développement à apporter à la gestion des mobilités, à donner des opportunités aux gens dans leur propre pays. En gros, vous ne le faites pas. Et ça, c'est assez unanime, je crois, partout en Europe. Vous voyez, à des niveaux aussi extrêmement élevés. Là, je vous ai mis, je vous l'ai déjà dit, on reste à des niveaux élevés, mais on a perdu quand même un petit peu de force cette dernière année en France. Il va falloir revenir. La bonne nouvelle, c'est que, vous voyez, on a gagné en revanche 16 points depuis 2019 sur est-ce que la politique de développement est efficace ou pas. Donc, je ne fais pas de lien de causalité, mais 16 points, les sondeurs disent que c'est quand même quelque chose. Enfin, l'opinion a quand même un peu bougé. Et c'est tant mieux, même si il reste qu'il n'y a qu'un Français sur deux qui considère que c'est efficace. Je reste modeste, mais ça me paraît quand même plutôt intéressant. L'AfD est connu d'un Français sur deux. Bon, c'est ce que disent les sondages. Et en tout cas, pour ceux qui nous connaissent, ils nous aiment bien. Ils ont une bonne image de l'agence, qui n'est pas complètement fixée dans l'opinion. Hein, je pense que c'est un peu fragile. Mais enfin, c'est plutôt une base, là aussi, à mon avis, assez saine. D'ailleurs, il n'y a jamais vraiment de polémique sur l'action de l'AfD, peut-être pas assez d'ailleurs. Alfred Mignot est là, je l'encourage, ça offre l'occasion de répondre et d'expliquer ce qu'on fait. Non, plaisanterie à part,
Je crois qu'on a ce positionnement évolué du côté des Français et du côté des autres. Je pense que les gens ont compris qu'on était à la fois, évidemment, au service du côté de nos partenaires, mais que c'était aussi l'intérêt de la France. Voilà sur l'opinion, et j'essaie de vous convaincre que cette politique, cette institution pourrait répondre à certaines attentes, voire certaines angoisses, de gens qui pensent qu'il n'y a pas de solution, qu'il n'y a pas de réponse, qu'il n'y a pas d'action publique. Et puis, dissonance cognitive, moi je crois aussi que cette politique, ces institutions, cette agence ont un rôle à jouer dans la situation géopolitique dans laquelle nous sommes. Je rappelle toujours que toutes les institutions internationales sont nées pendant la guerre froide, quand même, ou à l'issue de la guerre mondiale. Donc je ne peux me résoudre à croire que, quand je lis le journal ou j'écoute la télévision ou la radio, qu'il n'y a que la stratégie et que les tensions et que les fracturations. Je suis même pas loin de penser que mécaniquement, quand il y a augmentation des tensions, de la fragmentation, ce qui est évidemment ce qui est en train de se passer, il n'y a pas moins naïf que les institutions de développement, il y a surcroît de coopération. En fait. C'est-à-dire et peut-être sommes-nous rentrés dans une ère où de hautes eaux, je dirais, à la fois des tensions géopolitiques et de la coopération, je dirais mécaniquement, parce que les gens qui s'y opposent cherchent à faire mieux, cherchent à faire plus. Et donc, nul besoin de rappeler le retour de la violence, des désordres, nul besoin de rappeler les tensions avec, là je vous ai mis les BRICS, mais j'ai vu, c'est inexact, puisque je crois que la Thaïlande et la Malaisie aussi ont annoncé leur ambition et l'Argentine a renoncé, absolument. Mais il y en a de nouveaux qui arrivent. Je vous ai mis ce graphique que j'aime beaucoup, qui est le monde, vous le savez, est passé du chameau au dromadaire, donc il n'y a plus vraiment maintenant des très 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 pauvres et des très 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 riches et pas grand chose au milieu. Ça c'est la vision de l'aide publique au développement. On est arrivé dans un monde, il y a toujours des très pauvres, mais il y en a quand même moins. Il y a toujours des très riches, bien sûr. Et puis il y a une sorte de gigantesque boss là, classe moyenne du monde qui est asiatique d'abord, mais pas seulement. Et évidemment, tous nos systèmes, tous nos référentiels sont encore dans un monde en chameau, en fait. Ils n'ont pas complètement, je pense, tiré les conséquences du succès massif, d'ailleurs, du développement, de la politique de développement depuis 1970. Et notamment, l'un des mystères, pour moi, c'est pourquoi on n'est pas passé du chameau au dromadaire d'un point de vue politique, en fait. C'est même étrangement un peu l'inverse qui est en train de se passer. On aurait pu penser, d'ailleurs c'était sans doute l'idée qu'on a eue au début des années 2000, que l'homogénéisation des modes de vie, des conditions d'existence, du développement, allait conduire à une homogénéisation des régimes politiques. Et en fait, étrangement, c'est plutôt l'inverse. On est dans un monde politique en chameau et dans un monde du développement en dromadaire. Et d'ailleurs, je n'ai pas l'explication. Donc là, je vous ai juste mis, vous voyez, un graphique où on a les BRICS d'un côté qui sont quand même plutôt sur un modèle un peu autocratique, et puis le G7 de l'autre côté, et puis avec trois pays très intéressants, le Brésil qui préside le G20 cette année, l'Afrique du Sud qui le préside l'année prochaine, l'Inde qui l'a présidé il y a 2 ans, donc comme si ces grands émergents cherchaient finalement à réconcilier, à rapprocher, et pourrait basculer d'ailleurs d'un côté ou de l'autre. L'Afrique du Sud, fort heureusement, vient, je crois, de l'éviter, le Brésil également. Il faut nouer des liens très étroits avec ces trois pays, à l'évidence. Bon, l'Afrique, je vous ai mis quelques graphiques, on y reviendra peut-être dans la discussion. Je passe vite, ça ne se passe pas comme prévu en Afrique, je dirais comme ça, comme on l'imaginait au début des années 2000. Il faut en tirer les conséquences. Fragmentation, coopération, donc là je vous ai mis très simplement, heureusement le climat, les conférences climat, la nature, ça reste un lieu où on trouve des accords internationaux, quand on n'arrive plus à le faire dans le domaine stratégique, fort heureusement.
Le rang des nations change dès lors qu'on les regarde avec des lunettes de développement et de climat. Donc ça, c'est illisible, mais je vous renvoie à cette publication intéressante sur la double vulnérabilité des pays. Enfin, notre classement finalement de ce qu'est le monde n'est plus celui de l'aide au développement, à l'évidence. Maintenant que nous sommes à l'âge des conséquences et que les sujets climatiques sont revenus très très forts et bouleversent le rang des nations, et nous fragilisent, révèlent nos propres vulnérabilités. J'adore ce graphique, il résume peut-être tout ce que je viens de vous dire. Je le commente d'un mot. Avant 2015, on voyait le monde en une seule dimension. C'est ce qu'on appelait l'indice de développement humain. C'est l'axe des abscisses. Et dans ce monde-là, finalement, assez simple, assez rassurant, vous avez des pays développés, et puis des pays en développement. Et puis, si on prend de l'argent aux pays développés, c'est comme Robin des Bois. Les pays en développement, finalement, un jour deviennent français, et tout est bien, et on arrête les transferts financiers. En 2015, on a ajouté une dimension à notre regard sur le monde. C'est l'axe des ordonnées où on vous a mis la consommation de CO2 par habitant. Et là, vous voyez, le monde se déploie d'une façon très différente, beaucoup plus diverse. L'objectif, évidemment, de ce graphique, c'est que tout le monde atterrisse, comme disait Bruno Latour, dans un monde en développement durable, c'est-à-dire où on est tous raisonnablement en bonne santé, avec des revenus suffisants, et où on arrête de détruire la planète. L'avenir du monde se joue en Chine. C'est pour ça que la Chine fascine aussi, hein. C'est pas seulement... c'est parce que si la trajectoire de la Chine suit la flèche et que la Chine devient les États-Unis d'Amérique, on a un très gros problème. Si on arrive à infléchir la trajectoire de la Chine, je ne dis pas la faire atterrir, mais enfin qu'elle monte un peu moins sur l'axe des ordonnées, ça sera beaucoup mieux pour tout le monde. Et puis derrière la Chine, vous voyez, les boules, c'est la démographie, hein. Vous avez l'autre mastodonte qui arrive juste derrière, qui est l'Inde. On voit que l'Afrique ça va vite, hein, l'Afrique, ça va très très vite, mais on voit que l'Afrique est quand même pas le sujet de cette équation. C'est les boules bleues. On voit que il y a quelque chose de très singulier à construire entre l'Amérique latine et l'Europe, le jaune et le vert. Je mets à part les États-Unis d'Amérique qui sont jusqu'à présent, mais IRA, tout ce que le gouvernement Biden a mis en place maintenant est une immense transformation des États-Unis d'Amérique. L'Amérique est en train de se payer, et je pense que ça ne changera pas, une nouvelle infrastructure industrielle en fait, à un rythme incroyable. Nous imposera d'ailleurs dans un deuxième temps des normes qui seront cohérentes avec cette nouvelle infrastructure décarbonée. Et donc probablement les États-Unis vont baisser. Je ne sais pas jusqu'où, et c'est heureux d'ailleurs. C'est un défi aussi pour tous les autres. La France n'est pas si mal placée, hein, vous voyez, dans ce rang des nations. Et ça, c'est finalement une façon de représenter voilà, ce nouveau monde du développement durable et ses enjeux. Je termine par l'objet de cette conférence, mais ce long détour mi-année, qui est qu'est-ce qu'une institution comme l'AFD, mais plus fondamentalement les banques publiques de développement, peuvent apporter à ce moment. D'abord, est-ce que tout le monde a conscience que le système financier du Nord et du Sud ont la même taille en fait? Alors je mets à part les sophistications des marchés financiers. Là, il s'agit de la formation brute de capital fixe, c'est-à-dire l'investissement réel, public, dans le monde. Et vous voyez, on a mis à la fois les investissements publics, les budgets des États, et puis les financements des banques publiques. On a mis ensuite les investissements privés, qui sont évidemment la plus grande partie de l'investissement dans le monde. On a mis le Nord et le Sud. C'est à peu près la même taille, hein, vous voyez, de l'ordre de 13 trillions, milliers de milliards d'investissements chaque année. Bon, on a un vrai problème, c'est les pays à faible revenu. Donc, là, on a agrégé tous les pays du Sud. Évidemment, il y a une énorme diversité et une énorme divergence entre pays émergents et pays les plus vulnérables. Donc, mais je mets ça à part. Et puis, on a mis au milieu, la colonne du milieu, c'est les financements internationaux. C'est la coopération internationale.
Voyez, et vous voyez d'ailleurs à quel point l'aide publique au développement, et c'est 225 milliards, c'est pas mal, hein, on n'a jamais eu un montant autant on n'a jamais eu autant d'aide publique au développement qu'en 2023. Si on y ajoute un peu la finance climat, etc., enfin, ça reste quand même quelque chose de très minoritaire, très précieux, très concessionnel. Mais enfin, et donc la question c'est comment cette ressource si précieuse a un effet d'entraînement sur l'ensemble du système et contribue à le décarboner et contribue à l'orienter vers là où sont les opportunités d'investissement et là où sont les injustices, là où sont les besoins. Ça suppose, je crois, voilà, le petit Tegui, ça suppose de bien mobiliser, emmener le petit remorqueur là, des banques publiques de développement pour essayer de réorienter le gros porte-conteneur. Il n'est pas si petit ce petit Tegui là, il fait 2500 milliards de dollars chaque année. C'est ça l'investissement public par des institutions comme l'AFD ou la Caisse des dépôts dans le monde. Donc c'est à peu près 15% de l'investissement mondial qui est public. Donc il doit suivre les orientations des gouvernements, quand même, les ODD, l'accord de Paris sur le climat, puisque c'est ce que nous avons décidé tous, unanimement, en 2015. Mais derrière, il y a 20 000 milliards de dollars d'investissement privé qu'il faut absolument décarboner et réorienter. Alors on s'est retroussé les manches, on a commencé avec un club effectivement qui s'appelle IDFC, donc ça c'est 26 banques publiques, c'était pas mal, et puis on s'est dit qu'on allait inviter toutes les banques publiques, les 533 qu'on a identifiées, et puis voir si on pouvait faire des choses ensemble, redéfinir notre mandat. Je pense que, donc là je vous renvoie à un autre petit papier qu'on a écrit avec Jean-David Naudet et Thomas Mélonio qui s'appelle L'aide publique au développement à l'âge des conséquences. Ça explique comment le climat est en train de bouleverser, transformer ce vieux monde. Et l'idée c'est de redéfinir vraiment le mandat de toutes les banques publiques. Donc c'est plus le développement et le climat, c'est comment financer ce que personne ne finance, les plus vulnérables, c'est-à-dire les plus pauvres, et ceux qui sont le plus impactés par le changement climatique, et puis comment avoir le droit d'utiliser une partie de la ressource publique, qui aujourd'hui est uniquement dans le premier paquet, pour essayer d'aller chercher le secteur privé, le système financier, pour qu'il fasse des investissements verts et durables, plutôt que des investissements bruns et qui nous tuent, enfin, qui sont en train de détruire notre environnement et nos sociétés. Donc je pense que, et évidemment, il appartiendrait à chaque gouvernement de choisir la pondération de ces deux politiques et de guider ensuite, et c'est aujourd'hui comme ça que l'AFD est orientée d'ailleurs par le gouvernement français. 50% des ressources budgétaires qui nous sont confiées doivent aller aux pays les plus vulnérables, et puis les autres 50%, on peut les utiliser ailleurs, on peut les utiliser, mais avec une exigence de mobilisation, de démultiplication et de qualité la plus forte possible. Bon, voilà quelques chiffres et la répartition des banques de finances en commun. Je vous renvoie, on a un site, on a surtout une base de données qui est fantastique, qui donne, on enrichit chaque année le maximum de détails sur ces institutions, qui ont été complètement oubliées. Je veux dire, tout le monde avait oublié qu'il y avait 15% de l'investissement public qui était public, en fait, aussi étrangement que ça. Et même, on a stigmatisé les banques publiques de développement. On a pensé pendant un certain temps qu'il y avait les gouvernements avec leur budget et le secteur privé, et qu'il n'y avait rien du tout entre les deux. Alors que c'est très étrange, parce que tous nos pays ont eu besoin d'un intermédiaire de ce type. Même les États-Unis d'Amérique en ont eu un, très important, jusqu'aux années 50. Et les grands émergents, évidemment, parce qu'il faut transformer l'épargne abondante en investissement de long terme, parce que les marchés financiers, le système financier ne le fait pas ou ne le fait pas encore, ont eu besoin d'une institution de ce type. Et donc, partant de ce groupe, et moi j'ai jamais rencontré, et depuis 8 ans j'en ai rencontré vraiment beaucoup, j'ai jamais rencontré le président, le directeur général d'une banque publique de développement avec qui je suis pas d'accord, en fait, quel que soit le pays dans le monde. Donc on fait vraiment la même chose, il y a une vraie communauté, et on essaie de regrouper ça pour... donc là je vous ai mis un peu le plat de nouilles
de la gouvernance, l'architecture financière mondiale, donc volontairement un peu désordonnée. Et puis on a proposé de réorganiser tout ça avec une grande pyramide, architecture des banques publiques. On aurait tout en haut les banques multilatérales, la Banque mondiale, qui sont nos plateformes globales, mais qui sont assez petites. Les banques multilatérales de développement, c'est quoi? C'est 200 milliards de dollars par an. C'est pas du tout à l'échelle de ce dont on parle. Il faut absolument qu'elles aillent chercher les forces des autres institutions financières. La masse financière est évidemment dans les États, dans les pays, et qu'ensuite, toutes ces institutions aillent chercher la finance privée, tout en finançant ce que le privé ne financera pas. Et puis, comme c'est les ODD, on a dit, et s'il y avait quelques grands fonds, on en a beaucoup maintenant quand même, s'il y avait quelques grands fonds pour les grands sujets qui sont les plus importants, les plus difficiles. Donc on en a déjà un qui s'appelle le Fonds vert pour le climat, qui est déjà le plus ouvert au monde, qui fascine d'ailleurs toutes les banques publiques, parce que c'est le seul endroit où elles ont accès à un petit peu d'argent international. Sinon, tout ça est capturé par une sorte d'oligopole à laquelle l'AFD appartient, d'ailleurs, je précise immédiatement, qu'il faut ouvrir, qu'il faut diffuser avec les méthodologies, les principes, la qualité qui s'y attache. On a le GEF pour la nature, j'ai oublié le fonds d'adaptation, Marc-Antoine. Disons qu'il est dans la zone du climat, si on simplifiait un peu cette architecture. On a le partenariat mondial pour l'éducation, qui habite à Paris maintenant, en grande partie. Et puis il nous manque quelque chose, mais qui est en gestation sur la santé. Puis bon, il y aura peut-être l'agriculture. Enfin, disons qu'on pourrait imaginer qu'on a des grands fonds comme ça, qui jouent principalement un rôle d'incitation, en fait. D'incitation, de diffusion des technologies, de bonnes pratiques vis-à-vis de l'ensemble du système financier public et privé au-delà. Pardon, on a rajouté des choses, c'est pas grave. Bon, on a 2 ans pour réussir, je dirais comme ça, 1 an et demi maintenant d'ailleurs. Donc là, je vais donner plein de dates. Retenez simplement que 2024 est perdu. Je pense qu'il faut pas. Il y a trop d'élections partout, notamment aux États-Unis d'Amérique, mais aussi en Europe. On ne sera pas en mesure, je crois, à la COP 29 en Azerbaïdjan, de prendre des décisions fondamentales. Espérons plutôt de 2025. 2025, par ailleurs, c'est l'anniversaire de 2015, qui est le dernier grand moment multilatéral, qui est toujours notre guide. Donc, dont on va nous demander l'année prochaine qu'est-ce que vous avez fait depuis 10 ans, vous en êtes où, et puis comment tenir 2030, les ODD, 2050, la neutralité carbone. Donc on va se redemander qu'est-ce qui se passe pour les 25 prochaines années, et j'espère, en tout cas on y travaille dans Finance en commun, qu'une proposition, un nouveau narratif, un nouveau référentiel, une nouvelle machine de mise en œuvre pourrait être reconnue à cette occasion. Et il y a un grand sommet en Espagne, qui est le sommet des Nations Unies, c'est le 4e seulement dans l'histoire sur le financement du développement. Il y a eu Doha, Monterrey, Addis Abeba, et donc on appelle la ville encore l'Espagne en juillet 2025. Et immédiatement derrière, on aura la COP 30 au Brésil. Le Brésil a le talisman de la gouvernance mondiale pour 2 ans. C'est un luxe inédit avec le G20 puis la COP. J'espère. On vient d'organiser un événement à Rio avec la présidence du G20 et toutes les banques publiques qui vont nous aider. Et c'est bien sûr ce qui a été lancé en juin dernier par le président Macron dans ce sommet sur un nouveau pacte financier international, avec rendez-vous, d'ailleurs, il l'avait dit explicitement, dans 2 ans, 2023-2025. Je ne prétends pas que ce soit ce que je vous présente est la fin de l'histoire, j'essaie juste de partager avec vous ce que je vois commencer à se structurer depuis lors. Voilà. Et puis dernière chose, la slide n'est pas... Enfin, je voulais juste vous dire, je crois à un rôle particulier de Paris, qui est aussi je ne me résous pas à ce que la seule signature de Paris soit les musées et la mode, ce qui est très bien. D'ailleurs, les musées, ce sont des laboratoires, ce ne sont pas autre chose. Et puis Daniel a eu la gentillesse de le rappeler, l'un des négociateurs de l'accord de Paris sur le climat. Donc moi, ma thèse, c'est que on a à Paris un écosystème unique qui mêle à la fois de la science, du développement durable, de la sustainable science,
avec toutes nos écoles, cette génération de chercheurs très très brillante qui est aujourd'hui à Paris sur tous ces sujets, avec notre académie, les sciences de l'outre-mer, et avec l'organisation internationale dont le mandat est de faire la science et l'éducation pour le développement durable, c'est-à-dire l'UNESCO. Et on a à côté un écosystème aussi extrêmement intéressant sur, je dirais, la finance durable, ou l'économie durable, avec là aussi l'une des grandes organisations de référence, qui s'appelle l'OCDE, qui est le temple de l'aide publique au développement. C'est là que ce référentiel doit être redéfini, mais qui fait aussi les taxations internationales, ce qu'a fait Pascal Saint-Amand, qui fait aussi les systèmes financiers, qui est un lieu intéressant pour penser la transformation du système financier. Et puis tout en dessous, on a l'une des places financières les plus engagées. Elle hésite un peu encore, parce que c'est pas facile, vers le climat et le développement durable. Et là, on a aussi maintenant la Banque mondiale, le FMI qui viennent mettre 300 personnes à Paris. On a l'institution que je représente aujourd'hui, beaucoup d'autres. Et je crois que on ne fera le développement durable. Paris pourrait devenir un laboratoire, une plateforme de solutions pour le développement durable si on arrive précisément à mêler la science et la finance, qui sont les deux ingrédients dont on a besoin pour que ces innovations, ces transformations adviennent. Voilà, donc je voulais, par cette dernière slide, vous inviter, puisque nous sommes tous... C'est pas la France, c'est Paris. Le sujet, c'est à quoi sert Paris dans la gouvernance mondiale. Tout le monde sait ce qu'est Rome, tout le monde sait ce qu'est Genève à peu près, tout le monde sait ce qu'est Bruxelles, tout le monde sait ce qu'est New York. On ne sait pas très bien ce qu'est Paris en fait. Et pourtant, c'est quelque chose. Quand on regarde toutes les organisations internationales, donc on a commencé le travail avec les organisations internationales qui habitent à Paris. Donc ça, on a tous signé une tribune pour dire ce que je viens de vous dire. Je n'oublie pas la Chambre de commerce internationale, qui est quand même une organisation très considérable et très engagée dans l'agenda du développement durable. Il faut maintenant, aidez-moi, aidez-nous, il faut aller chercher, coordonner, structurer les acteurs parisiens, les acteurs français vivant à Paris, de ces deux dimensions. Voilà, monsieur le secrétaire perpétuel, je crois que j'en ai terminé. Des questions, des commentaires, des témoignages? Je vais parler un peu fort. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. J'étais très intéressé par cet exposé et très complet. Et vous avez invité à poser des questions sur l'Afrique, et donc je vais me permettre de le faire. Alors, on ne cesse d'être alerté sur la croissance démographique exponentielle en Afrique et les chiffres qui sont donnés par les démographes pour demain, pour 2050, donnent le vertige, je veux dire. Et on est en même temps alerté sur ces millions, je dis millions, dizaines de millions de jeunes qui arrivent, et qui vont arriver sur le marché donc, du travail sans emploi. Il y aura, tout le monde le sait, des déplacements de population qui se manifesteront donc de l'Afrique vers l'Europe, mais également beaucoup au sein même du continent. Et à cela s'ajoute ce que vous avez indiqué, les conséquences du changement climatique qui va provoquer également ces déplacements au sein du continent et des investissements considérables parce qu'on va vers des mégalopoles, on va vers la nécessité de financer des infrastructures considérables, y compris dans le domaine énergétique. Donc, ma question, heureux que vous soyez là, parce que vous êtes le grand expert du financement du développement, est la suivante, ça veut dire est-ce que les donateurs, les investisseurs
publics et privés, internationaux, mais également africains, parce que il y aura des investisseurs africains. Est-ce que l'ensemble, disons, de cet effort collectif qu'on essaie d'organiser, est-ce que sérieusement il y a de chances que l'on arrive à couvrir les besoins que seront les besoins de l'Afrique? Je le dis parce que lorsque l'on prend simplement la partie climatique, c'est vous-même qui avez été donc en charge dans la COP21 des aspects financiers, les 100 milliards de dollars annuels prévus. Je crois qu'on a mis 7 ans ou 8 ans pour y arriver. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Directeur Général. Et tout à fait désolé de ne pas avoir été à la place où je devrais être pour vous accueillir, mais je n'étais pas au courant du changement d'horaire. Donc j'en suis tout à fait confuse. Et vraiment, je vous remercie de ce que nous avons pu entendre, en tous les cas. Incomplet, bien évidemment. Merci de nous avoir invités à participer à cette, sinon révolution, mais en tous les cas, mobilisation intellectuelle et scientifique à Paris, et d'avoir bien voulu compter l'Académie des sciences d'outre-mer parmi les acteurs justement qui sont appelés à réfléchir autrement et en tous les cas à mettre toute la science des différents membres de l'Académie à la disposition de ces réflexions tout à fait passionnantes. Alors, je pose une question qui n'est pas, qui est tout à fait, enfin, sans arrière-pensée. Parmi ces acteurs parisiens qui font qu'on pourrait imaginer que Paris, justement, représente quelque chose ou a une spécificité qui vient tout de suite à l'idée, vous n'avez pas cité l'Organisation internationale de la francophonie. Ou peut-être, en tout cas, pendant que j'étais là. Non, je n'ai pas entendu. Ou bien si je n'ai pas entendu, ça veut dire que c'est vraiment un acte manqué. Donc je vous prie de m'en excuser. Dans cette réflexion justement un peu globale, j'imagine que cette dimension est d'autant plus importante que le sommet de la francophonie va se tenir à Villers-Cotterêts, à Paris, et que dans ce sens-là, il y a peut-être des nouveautés, ou en tous les cas des pistes qui sont ouvertes pour mieux articuler la coopération multilatérale francophone et les coopérations bilatérales et autres dont vous avez parlé. Merci beaucoup, en tous les cas, merci de votre présence. Et excusez-moi encore pour ce retard. Encore une fois. Oui, merci Monsieur le Directeur Général Bernard et La Réunion. Une question, vous avez parlé de 2025 comme une échéance importante, Monsieur le Directeur Général. La France, Nice, va accueillir Océan 2025. Vous avez parlé de la stratégie 3 océans de l'AFD. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus concernant donc, les océans et les outre-mer? Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général, pour cette présentation très instructive pour ma part. Je me présente. Je m'appelle Arthur Rameau, je suis membre du comité français des recherches arctiques et antarctiques. Et j'aimerais poser une question qui aurait à voir par-delà l'Afrique, vous vous en doutez. Première question et commentaire. Le Groenland a signé l'accord de Paris le dernier semestre. Donc vous pouvez mettre en vert la grosse partie du globe qui est en haut. Et donc à partir de là, ma question, sachant Groenland, très petite démographie, mais très gros enjeux en matière scientifique, économique, géostratégique, donc géopolitique, quelle relation entretient l'AFD avec le Groenland et donc le Danemark, parce que le Royaume du Danemark plus globalement, et ensuite avec surtout la banque d'investissement, la banque d'investissement nordique, banque nordique d'investissement, je ne me rappelle plus l'ordre des mots, mais voilà, j'aurais aimé quelques précisions. Merci beaucoup. Monsieur le Directeur Général, vous avez rappelé l'histoire de votre institution. Je l'ai vécu personnellement pendant plus de 50 ans.
et une accélération de l'histoire à partir de 1998 avec le changement de nom de votre agence, de votre caisse en agence, et avec un transfert assez progressif d'attributions qui relevaient autrefois d'un département ministériel qui était le ministère de la Coopération ou même le ministère des Affaires étrangères. Et ça pose question aujourd'hui pour le monde de la recherche. Et c'est de ce point de vue-là que je me place. Puisque ces attributions de soutien à la recherche en matière de développement ne sont plus véritablement assumées par le ministère de tutelle, l'AFD s'est saisie d'un certain nombre de ses prérogatives et dispose d'une certaine masse financière. Or, ce matin, j'ai consulté votre dernier ouvrage, publié conjointement avec la Banque mondiale, qui porte sur les questions de villes secondaires et de migration en Afrique. Aucune référence francophone dans les 6 bibliographies citées, aucune référence francophone, ni camerounaise, ni sénégalaise, ni française, ni québécoise, ni suisse. Alors je suis un peu pénible sur cette question parce que j'interpelle le collaborateur assez fréquemment. Étant moi-même de nationalité britannique à mon origine, je suis encore plus francophone que certains de mes collègues dans le domaine de la recherche. Et je ne comprends pas pourquoi nous ne pourrions pas bénéficier, nous chercheurs francophones, sur ces questions, dans lesquelles nous sommes très impliqués, hein, le monde de la recherche. Il y a 10 revues francophones, 10 revues francophones qui traitent des questions urbaines en Afrique. Il y a 3 thèses par mois qui sortent, il y a des travaux pratiquement quotidiens ici à Paris sur ces questions, aucune référence. Alors, je sais, la réponse qui peut m'être faite par l'un de vos collaborateurs, c'est que ce document a été réalisé par des Britanniques. Pourquoi n'impose-t-on pas un critère de discrimination positive? C'est-à-dire en amont, puisque vous financez cette recherche, vous n'imposez pas au moins en donnant des ressources bibliographiques, et elles sont très faciles à obtenir grâce à Cairn, qui gère 600 revues francophones. On peut très très vite avoir la mise à disposition du savoir francophone sur un sujet comme celui-ci. En revanche, lorsque nous faisons, nous, des publications, nous, Français, sur des questions de développement, nous allons chercher des références anglo-saxonnes, parce qu'elles sont indispensables, dans une certaine proportion, mais nous sommes ouverts précisément à cet apport. Et donc, simplement pour dire, nous avons le sentiment que vous ne jouez pas la carte francophone dans l'activité de communication et de recherche. C'est peut-être un peu dur, mais c'est une interpellation que je fais assez fréquemment à l'égard de votre institution. Deuxième tour, peut-être. C'est moi. Après, ce sont des vastes questions, donc je vais essayer d'être... Et on pourra poursuivre la discussion, bien sûr, en dehors de cette séance entre confrères. Ça m'intéresse. Les deux, je regrouperai les deux questions Groenland, Outre-mer. Je trouve ça intéressant je vais répondre sur l'Afrique. Hein. J'ai un peu volontairement... je n'ai pas centré mon propos sur l'Afrique, mais vous savez d'où je viens et l'intérêt que j'ai pour nos voisins. Mais je voulais vous montrer que la réduction de notre action à la seule Afrique francophone était... je pense qu'il faut faire ce détour pour revenir, et je répondrai à Pierre Jacquemot après, pour revenir à la francophonie où le débat a lieu maintenant, en fait. Et il faut y être très attentif et très, très présent. Mais parler du Groenland comme un territoire essentiel pour la lutte contre le changement climatique, c'est ça que j'ai entendu dans l'accord de Paris. Parler aussi de nos amis André Kuznets de la Nordic Investment Bank, très intéressante, c'est-à-dire voir les Nordiques non plus seulement comme des donateurs, ce qu'ils ont été, et ô combien, et avec quelle générosité depuis des dizaines d'années, hein, les seuls à atteindre 1% avec les luxembourgeois de leur richesse nationale pour l'aide publique au développement, mais les voir sous l'angle de cette autre institution, qui n'est pas une institution qui gère des subventions, mais qui est une banque d'investissement, d'abord, et intéressante parce qu'elle est d'abord pour les pays du bloc nordique, mais aussi pour AFD Caisse des dépôts, pour l'Ukraine, pour l'Afrique. Là aussi, un regard
une empreinte internationale. Et donc on est en train dans cette grande discussion que j'essayais trop rapidement de vous décrire, il y a aussi un synapse qui s'est ouvert entre les banques et les agences d'aide classiques, qui ont compris aussi qu'il faut des subventions, évidemment, on n'en a pas assez, mais elles ne suffiront pas. Il faut aussi des investissements et déployer des logiques économiques. Alors après, les Nordiques ont encore... ils se mettent à faire de l'investissement, de la garantie, ils ne font pas de prêts. Leur système est encore, je crois, un peu moins consolidé et j'espère cohérent que le nôtre. Mais enfin, ils sont en plein mouvement aujourd'hui. Et les élections, alors ça varie selon les scrutins, mais le mandat politique de toutes ces institutions est en train de changer très, très profondément dans les pays scandinaves. Et puis l'outre-mer, là aussi, hein, nous on essaye à l'AFD de regarder nos outre-mer du côté des autres, enfin, différemment. Et on essaye, en vérité, on était resté la caisse en fait outre-mer. Moi, quand je suis arrivé en 2016, l'AFD était toujours la caisse, je ne sais pas laquelle, si c'était la caisse française de développement ou la caisse de la France libre ou de la France d'outre-mer, disons de la France d'outre-mer. Le projet stratégique, c'est d'y devenir l'AFD en fait. C'est ça qu'on est en train de faire. C'est-à-dire d'y disposer de ressources en subvention, d'y être en fait à la fois la banque de développement, c'est pas péjoratif d'ailleurs, hein, c'est juste de dire dans nos territoires d'outre-mer et à dire vrai aussi dans l'Hexagone, il y a des problèmes de maîtrise d'ouvrage en fait. C'est un sujet classique, il faut renforcer des maîtrises d'ouvrage pour être capable de conduire des projets de développement. Et il y a besoin dans certains territoires d'un renfort, d'une capacité à renforcer les maîtrises d'ouvrage. Et ça c'est vrai dans beaucoup de territoires, et c'est vrai en particulier dans certains territoires ultramarins de la République. C'est pas grave, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que par exemple le ministère de l'Outre-mer a accepté ça maintenant, qu'il y a des sujets de développement en France. C'est comme ça. Après on est la banque du développement durable, c'est-à-dire on a cette attention au climat, à la nature, et il y a des enjeux, je dirais, intertropicaux, océaniques, effectivement, propres, qui peuvent justifier d'avoir un instrument, j'allais dire, surnuméraire, additionnel aux instruments financiers, aux agences publiques, ADEME, Caisse des dépôts d'un territoire français. Donc ça. Et puis, dernière chose que ça, personne ne nous dispute, et dont il faut qu'on apporte la démonstration de la pertinence et de l'utilité, ben, c'est l'intégration régionale. C'est-à-dire ces territoires sont à l'évidence trop fermés sur eux-mêmes, trop sur un modèle de rattrapage alors on dit l'Hexagone maintenant, disons la métropole, et ne se sont pas ouverts suffisamment à des constructions, oui, océaniques, par bassin océanique. Donc c'est la raison pour laquelle on a créé des directions régionales à l'AFD, qu'on a placées dans chacun de ces bassins océaniques, et on essaye de regarder... voilà, et donc encore une fois, faire successivement Maurice. Donc Maurice, c'est la moitié du PIB de la Réunion, mais c'est le même niveau de vie en parité de pouvoir d'achat. Et puis après, vous passez à la Réunion, 10 milliards d'euros de transferts publics quand même, la Réunion, entre l'argent européen et l'argent français, pour un peu moins d'1 million de nos concitoyens. Puis après, vous allez à... Donc beaucoup de choses publiques quand même à la Réunion, si on se dit les choses. Et puis après, vous allez à Madagascar, hein, l'énigme et ce beau rapport de l'IRD hein, sur ça. On en fait un nouveau d'ailleurs avec l'IRD sur les élites malgaches et leur rôle dans le développement. Un pays dont le niveau de vie est inférieur à celui au moment de l'indépendance, quand même. Et où il y aura bientôt 50 millions de personnes quand même en 2050. Et une destruction de l'environnement qui est accélérée en fait. Hein. À quelques heures probablement des côtes des territoires français. Et j'ai l'impression que personne... si, le président de la République était allé à Saint-Denis il y a quelques années, en 2019 je crois. C'est là qu'il avait fait son grand discours sur l'Indo-Pacifique. Vous y réfléchissez. Est-ce qu'on a bien, nous, tous les acteurs français, pris la mesure de ces très puissantes transformations qui sont environnementales, qui sont aussi démographiques, hein, effectivement.
J'en suis pas absolument certain. En tout cas, nous, on le sent, on le vit, on le voit. Il faut qu'on le dise probablement très fort. Et puis, il y a aussi beaucoup de choses formidables. Hein. Et puis, il y a beaucoup de choses à faire avec les voisins de la Réunion. Par exemple, c'est quand même un peu bizarre de devoir envoyer tous ces déchets, de les renvoyer dans l'Union européenne ailleurs, et de ne pas être capable de gérer des déchets avec l'Afrique du Sud, Maurice, à des coûts financiers et à des coûts environnementaux bien réduits. Francophonie, bien noté. Je suis attaché à ces sujets. Christine le sait, Pierre aussi. Pour vous dire la vérité, le contrat d'objectifs et de moyens de l'AFD, le dernier, il y a 47 indicateurs. Le mot francophonie n'y figure pas. Non, monsieur le sénateur. Donc on peut le faire parce qu'on y croit. Hein, donc pardon pour l'omission de Louise Mouchikiwabo et de l'OIF qui est évidemment dans tout ce travail. Hein, et c'est évidemment un élément de la signature de Paris, et sa responsabilité. Il reste beaucoup de travail à faire pour intégrer cette dimension dans nos opérations de toute nature. Donc, mais il faudrait quand même un jour qu'on me le demande, en fait. Parce que les institutions publiques, elles réagissent, elles sont guidées par des mandats. Hein, et quand elles ont le mandat, et cette année de la francophonie, où je suis en train de renégocier un nouveau contrat d'objectifs et de moyens, je ne vois pas le mot francophonie apparaître plus que précédemment, en fait. Enfin, peut-être c'est à moi de... Mais enfin, donc je prends votre point. Hein, je pense j'ai d'ailleurs, on a tout un travail. C'est notre collègue Safia Otokore qui est en RDC, le plus grand pays francophone, j'attends qu'elle me fasse ses propositions prochaines pour essayer de contribuer à la discussion de Villers-Cotterêts et Paris en octobre. Et on a bien prévu avec Louise Mouchikiwabo, on en parlait encore ce matin au Quai d'Orsay, d'avoir un moment sur ce dont je viens vous parler et comment la francophonie peut y être intégrée. Moi, quand j'étais directeur de cabinet Pierre Moscovici, c'est nous qui avions demandé à Jacques Attali de faire son rapport sur la francophonophilie, enfin je ne sais plus le concept qu'il avait proposé à la suite de ce qu'on avait fait sur l'Afrique à ce moment-là, en 2013. Donc oui, non, j'y crois, et bien pris ton point, Pierre, sur la dimension recherche. Là, je dirais, pardon, mais je pense que la réforme de 99, à mon avis, elle est achevée. Bon, on en pense du bien, enfin, elle a maintenant, 25 ans après, été achevée. Je pense que l'intégration d'Expertise France dans le groupe AFD est la fin de ce grand mouvement, hein, complexe. Hein. Il y a encore quelques zones où on pourrait faire mieux, je pense. J'ai cité les collectivités locales. Je pense qu'on doit pouvoir faire beaucoup mieux avec les collectivités locales. Je pense aussi au volontariat. Je pense que quand je compare l'agence du service civique et ses 500 millions et ce qu'on fait pour nos jeunes Français, pour leur engagement en France, alors qu'ils veulent tous quand même aller à l'étranger, et je dis ça avec beaucoup de respect pour France Volontaire, et on est en train d'augmenter d'ailleurs fortement, et nous on essaye de bien aussi contribuer à ça, mais je pense qu'on a un système de financement, d'organisation du volontariat qui est encore sous-dimensionné. Surtout si on veut que plus de gens dans nos territoires, profondément, hein, dans ma Corrèze ou ailleurs, soient capables de partager, comme ça a été le cas pendant tant d'années, de décennies, une expérience africaine ou internationale. Et ça, c'est pas très coûteux quand même, c'est juste un moment, un petit sujet de tuyauterie et de passer au-delà d'un certain nombre d'obstacles, l'AFD pouvant être l'un d'entre eux. D'ailleurs, je suis pas dans des questions institutionnelles là. Il faudrait qu'on ait un objectif et qu'ensuite on s'organise pour le dépasser. Dernier point, et il faut vraiment que je file, je crois, sur l'Afrique. Donc là, il faudrait que vous me réinvitiez, puisque j'en ai volontairement pas parlé, cher Jean-Marc, et je serais très heureux, et je sais par ailleurs que vous avez engagé tout un travail ici, un groupe de travail que vous conduisez avec Daniel, je crois, sur ce sujet. François Pacman, je crois, a participé à la première réunion, j'ai été retenu, mais je serais très heureux d'y revenir. Ce que je dirais en un mot, c'est ce que j'ai dit, c'est ça se passe pas comme on l'imaginait. On a eu, je pense au début des années 2000, tous,
une certaine représentation de l'Afrique, et on a pensé que l'Afrique était placée sur un chemin où le dividende démographique allait se transformer en dividende économique, avec des puissances Afrique du Sud, Maroc, Égypte, avec Côte d'Ivoire, avec une capacité d'entraînement du reste du continent, avec des contributions extérieures. Alors, les investissements chinois au début des années 2000 ont été massifs, qui mettaient le continent sur un chemin radieux, je dirais comme ça. Donc, et puis ça s'est pas passé complètement comme ça. C'est le moment aussi où on a désendetté l'Afrique, donc il y avait une capacité d'investissement très très forte, reconstituée, qui a été utilisée d'ailleurs. Et je dis pas qu'il ne s'est pas passé des choses, parce qu'on a d'ailleurs publié un atlas auquel je vous renvoie, on a fait il y a 30 ans après, qu'est-ce qui s'est passé, et il faut rendre hommage aussi à tous les pays africains, des progrès accomplis sur la mortalité infantile, sur le taux de scolarisation, sur les enfants sont dans les écoles en Afrique maintenant. On se pose d'ailleurs la question, qu'est-ce qu'on y enseigne? Mais c'est la question d'après quand même. Donc je rends hommage à ça, mais c'est quand même pas allé, ça s'est pas transformé en croissance économique avec la même vigueur, et donc du coup il y a des sujets qu'on pensait que le mouvement allait les régler d'eux-mêmes, qui sont devenus beaucoup plus difficiles et complexes qu'on ne le pensait. Et deux d'entre eux, évidemment, le premier, c'est les sujets de financement. Donc l'Afrique est aujourd'hui placée un peu dans une parfaite tempête, je pense, de pas assez d'épargne, une forte réduction des investissements internationaux, une dette une dette publique excessive, une dette privée quasi absente, des systèmes financiers pas assez déployés. Et puis l'autre sujet, c'est la démographie. Donc oui, la démographie est un déterminant absolument majeur. Il se passe quelque chose qui n'a jamais été vu dans l'histoire du monde, dans certaines régions d'Afrique en tout cas. L'Afrique de l'Ouest sans doute, le plus spectaculaire, c'est l'Afrique de l'Est, quand même. C'est là qu'est la vraie explosion démographique. Et des zones de plus basse pression, évidemment, en Afrique australe, en Afrique du Nord, donc des déplacements de population qui ont commencé, auxquels s'ajoute, dans certains scénarios du GIEC, l'Afrique de l'Ouest est inhabitable, quand même, en totalité. Donc ça va avoir des conséquences très importantes, évidemment. Et donc il faut que nos institutions de développement, c'est un immense sujet de développement, l'immigration, en fait. Donc il faut, et moi on m'en a d'une certaine façon toujours un peu protégé. Je crois que ce serait une grave erreur, et je l'ai proposé à de nombreuses reprises, qu'on ne se saisisse pas de ce sujet-là. Pour une raison de fond, et puis pour une autre raison d'ailleurs un peu adjacente. Moi j'ai servi, Daniel ne l'a pas rappelé, mais j'ai servi à un moment de ma carrière au ministère de l'Intérieur, et je sais du coup d'expérience que l'endroit le plus inaccessible d'un État, et l'endroit qui est, pour cette raison même, absolument essentiel dans la conduite des politiques publiques et la cohérence de ces politiques, c'est les ministères de l'Intérieur. Donc si le ticket d'entrée pour aller jusqu'au ministère de l'Intérieur d'un pays partenaire de la France, c'est de travailler avec eux sur les questions de mobilité, pour le dire, ou de migration, je pense que ça vaut la peine. Ça vaut la peine à la fois pour ce sujet-là, parce que ces mouvements ont commencé, vont augmenter. Il faut le faire dans le respect des droits, il faut le faire dans des formes d'accord, je pense. Et puis c'est important parce que un wali d'ailleurs au Maroc c'est intéressant parce qu'on travaille avec le ministère de l'Intérieur, mais un wali au Maroc comme un préfet en France, c'est important quand même. C'est important aussi pour la politique de l'eau, c'est important pour l'agriculture, c'est important pour la santé. Et tant qu'on ne parle pas au wali, que mes équipes ne parlent pas au wali, j'ai toujours un petit doute quand même sur jusqu'où on fait quelque chose de durable, en fait, de pérenne. Voilà. Donc pardon, je le dis trop vite. Et donc du coup, pardon, ce que je veux dire sur l'Afrique, c'est que peut-être nos représentations, nos discours, y compris ceux de l'AFD,
sont peut-être encore sur le récit d'avant, en fait. Le récit qui s'est structuré au début des années 2000, en fait. Dont moi, j'ai commencé d'ailleurs au Trésor en 2004. Donc je vois bien ce qui était là. Et je pense que dans tout ce que j'essayais de vous décrire, il y a quelque chose peut-être d'un peu plus candide, comme disent les anglo-saxons, d'un peu plus... et de façon générale, l'aide publique au développement, on doit cesser de dire soit c'est tout rose, soit c'est que de la corruption. Enfin, moi, j'aspire, et si vous pouvez m'y aider, à ce qu'on en parle beaucoup plus, en fait, qu'on en parle de façon beaucoup plus... C'est difficile, en fait. Personne ne fait ça, à part nous. Donc, ce serait bizarre de dire qu'on réussit tout et que c'est facile. Donc, il faut admettre. Et je pense que si on fait ce mouvement-là, on se rendra compte aussi que beaucoup de choses qu'on fait méritent de les faire, en fait, et ont de l'impact, et sont positives, et sont faites avec beaucoup de sérieux, en fait, par tous les collègues à l'AFD ou ailleurs. Voilà, je conclus là-dessus. Pour vous rassurer, il nous restait 2 personnes à intervenir. François Pacman va venir ici et vous pourrez poser vos questions. Il représente l'institution aussi, rassurez-vous. Il y avait 2 interventions, en commençant par Robert Dossou. Merci. Je voudrais faire une affirmation et ensuite poser une question. Les 2 dérivants de fonctions que j'ai occupées naguère. La première affirmation, c'est que M. Rue a dit tout à l'heure qu'on n'arrive pas à saisir la place de Paris. Mais Paris est une place importante. Ne serait-ce que pour le club des créanciers publics. J'ai parlé de fonctions que j'ai occupées naguère. Et cette question fut à l'ordre du jour. Et quand on parle de club de Paris, tout le monde sait. Quand on parle de dettes, de pays endettés, tout le monde pense à Paris au niveau pour ce qui concerne les dettes publiques. Mais il faut renforcer, élargir, j'en conviens. Ma question. Il y a une trentaine d'années, j'ai occupé certaines fonctions à la francophonie. Et il a été décidé d'ouvrir la francophonie à une francophonie économique. Il y a eu des réunions, il y a eu des efforts, puis je ne vois pas les conséquences. Mais je pense que l'AFD peut jouer un rôle. Si la francophonie ne va pas à l'AFD, pourquoi l'AFD, elle ne marche pas vers la francophonie pour voir comment elle peut apporter sa contribution à la rubrique de la francophonie économique. Merci. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je vais me permettre de poser une question. Je n'avais pas l'intention de le faire puisque je ne suis pas académicien et c'est la dernière question posée juste avant le départ de Monsieur Rioux qui m'a poussé à lever la main. En effet, je suis quand même très surpris qu'on ait du mal à resituer l'action de l'AFD dans une perspective strictement française. Ne serait-ce que parlons même de la langue. Qu'est-ce que fait l'AFD? Car la langue est le vecteur premier du développement. Qu'est-ce que fait l'AFD pour soutenir la langue française? Il se trouve qu'en raison des fonctions que j'ai pu exercer dans le passé,
Je connais relativement bien les... Oui, je crois que vous interrogez sur mon compte. Je m'appelle Jacques Berger, j'ai été le patron de la recherche scientifique française. Et ce qui me conduit justement à vous demander quels sont aujourd'hui les liens entre l'AFD et ce qui s'appelle aujourd'hui l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD. Et quelles sont concrètement les actions sur lesquelles l'AFD est engagée aux côtés de l'IRD. Voilà, je fais valoir cela parce que pour rejoindre la question posée juste avant moi, l'AFD a par nature vocation à développer ce que l'on appelle, on peut discuter les termes de l'expression, la francophonie économique. Or, il apparaît de la présentation faite par M. Rioux que, mon Dieu, ça devient une part de plus en plus réduite dans les activités de l'AFD. Et moi, personnellement, c'est le chiffre que j'ai retenu, c'est les 4 milliards consacrés au développement par rapport aux 2/3 du budget de l'AFD qui sont consacrés au climat. Alors, on peut dire et soutenir qu'il peut y avoir un lien, mais ce sont quand même des perspectives tout à fait différentes. Merci, Monsieur le secrétaire perpétuel. Merci pour vos questions. Je vais répondre dans l'ordre. D'abord, naturellement, je vais transmettre ces questions au directeur général. La première question est une question... J'entends des échos, mais c'est normal. Oui. D'accord. Sur le premier point, le directeur général a répondu en partie en disant qu'une mission avait été confiée à l'une de nos directrices d'agence, Safia Ibrahim. C'est une mission absolument sans précédent qui correspond à une mobilisation également sans précédent de l'agence à l'égard de la francophonie. Certes, nous avions été actifs déjà lors d'un précédent sommet, après le rapport Attali, sur notamment la dimension féminine et la francophonie. Et c'était déjà Madame Ibrahim qui s'en était occupée. Et là, sa mission consiste à faire en fait une revue de l'ensemble de l'activité de l'Agence française de développement dans l'ensemble des agences qui sont implantées dans des pays du ressort de la francophonie, pour essayer d'examiner quelles sont les opérations qui sont alignées sur des priorités de la francophonie et pour voir comment on pourrait renforcer cet engagement. Donc c'est une mission qui donnera lieu à un rapport qui est attendu justement dans le processus de préparation du sommet. Et je pense que certes, les pouvoirs publics n'ont pas encore marqué d'engagement, n'ont pas encore formulé de demande à l'égard de notre groupe pour le faire, mais que pour nous c'est très clairement dans le paysage des objectifs que l'on peut se donner et pour améliorer nos processus. Deuxièmement, Monsieur Berger, merci pour votre question. Je dois dire que il y a l'Agence française de développement a des rapports organiques avec un certain nombre d'institutions de recherche, notamment on participe à leur conseil d'administration. En outre, on a une direction de la recherche qui entretient des relations très très régulières avec des chercheurs de ces institutions et en entretenant d'ailleurs en particulier par le biais d'un certain nombre par le financement d'un certain nombre de programmes de recherche. Et il me semble qu'on a des échanges vraiment, je ne dirais pas quotidiens, mais vraiment extrêmement soutenus. Pour ce qui concerne une plus grande orientation de la recherche sur l'espace francophone,
j'ai écouté avec attention la journée qui a été consacrée à la francophonie, et j'ai trouvé qu'il y avait un certain nombre de réponses très concrètes et pratiques à la question qui avait été soulevée par M. Jacquemont, et en particulier ce que vous avez dit à l'occasion, ce qui a été dit par un ou deux orateurs qui ont décrit des systèmes effectivement de discrimination positive avec des primes. J'ai retenu l'idée qui avait été évoquée qu'en Chine, vous aviez une prime quand vous publiez en mandarin, et cette prime à la publication ou cette prime à la citation, c'est certainement des choses qui font partie de ce qui peut être promu par nos institutions pour promouvoir une recherche qui soit plus alignée sur cette priorité francophone dont on espère tous qu'à Villers-Cotterêts, elle va connaître évidemment une sorte de remotorisation, de reformulation qui permettra de mieux l'affirmer et de lui donner un contenu concret. La notion de francophonie économique est évidemment en soi quelque chose d'important et de délicat à travailler. Tout ça sont autant de sujets sur lesquels on travaille, mais précisément dans ce processus de préparation du sommet. Ouais, je suis navré d'être peut-être un peu général, hein, mais c'est une question qui est un peu en dehors de mes penses. J'observe toutefois sur longue période que jamais je n'ai pu observer une mobilisation aussi forte. Je trouve très curieux d'ailleurs que le rapport Attali n'ait suscité apparemment dans nos institutions aucune forme d'appropriation stratégique, et je pense que cette année nous réexaminons toute une série de sources fondamentales justement pour voir ce qu'on peut en faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, François. Chers confrères, deux questions. Sur la question justement de la francophonie économique, c'est vrai que le rapport Attali n'a pas suscité l'effervescence et la folie, l'appétence qu'on aurait pu imaginer. Bon, j'ai essayé de comprendre, et la séance du 7 juin a été extrêmement utile aussi par un certain nombre de commentaires, de précisions qui ont été données sur cette francophonie économique en émergence. On dit toujours, et je vais être très franche là-dessus, que si la francophonie économique, donc multilatérale, ne marche pas, c'est parce que finalement la France n'a pas d'intérêt là-dedans. Bon. Et qu'effectivement les réseaux, ou les circuits, ou les mécanismes sur lesquels la France s'appuie ou développe avec justement ses partenaires sont anciens et suffisent déjà à cette mobilisation des entreprises françaises en particulier, et que donc la dimension multilatérale n'apporte pas grand-chose, voire ce qu'on rapporte serait même peut-être négative. J'arrive pas à le croire. J'ai jamais réussi, bon, je ne me suis jamais rapproché du monde des affaires pour poser des questions, mais est-ce que de votre point de vue, depuis l'agence française de développement, qui justement a ses rapports privilégiés pour mobiliser, pour faire des leviers, est-ce que c'est une préoccupation ou est-ce que la question se pose en ces termes? C'est la première des choses. Et puis deuxièmement, alors une question plus importante, à mon avis, ou en tout cas pour moi, c'est la question comment vous arrivez à mobiliser tout le personnel de l'AFD pour leur faire appréhender le changement de paradigme dont a parlé le directeur général, sur justement l'approche du développement, l'approche de l'aide, l'approche de etc. Est-ce qu'il y a des formations? Est-ce que vous recrutez en fonction de ça, etc. Donc un petit peu quel est l'accompagnement de ce changement de politique? Merci. Excusez-moi d'avoir été un peu longue. Merci, chère présidente et chers consoeurs.
J'ai été très intéressé par ce concept de la réunion du 7 juin, qui visait d'ailleurs à interpeller les pouvoirs publics par rapport à ce thème de la francophonie. Ça me paraît intéressant dans la nouvelle gamme éditoriale de notre compagnie. Et donc je me suis senti tout à fait interpellé. Beaucoup de mes collègues aussi se sont sentis interpellés. Je pense que effectivement, il faut arriver à comprendre pourquoi le rapport Attali, par exemple, n'a pas eu de suite, pourquoi il n'y a pas eu cette appropriation, pourquoi ça n'a pas été mis à l'ordre du jour. Je constate que quand j'observe l'histoire du financement international du développement, j'observe que Robert McNamara a joué un rôle absolument de déclencheur en introduisant des processus stratégiques à l'intérieur de la Banque mondiale. Comme c'était un industriel et une ancienne personne engagée dans les questions d'armement et de défense, pour lui, les choses étaient extrêmement claires. Les discours structurés aidaient à lever des fonds. Alors, toute la question, c'est d'avoir des discours structurés dans un certain nombre d'endroits clés pour donner corps à ce qu'est cette francophonie économique. Et ce que je crois, c'est qu'il y a un vrai travail d'élaboration stratégique à faire maintenant dans les diverses institutions de la coopération française. Actuellement, c'est ce que fait Safia Ibrahim pour l'Agence française de développement. Et c'est un travail absolument considérable. C'est un travail considérable qui implique de très très nombreux collègues. Et si j'en parle un peu longuement, c'est parce que c'est par ce type de travaux, ce type de travaux un peu entre directeurs d'agences. On a plus d'une centaine d'agences, ça représente une part significative de nos effectifs. Et ce type de mobilisation sur des thèmes, ça participe de l'appropriation de ces thèmes. Donc, ce qui se passe, ce qui a été introduit dans nos processus stratégiques dès 1990, puis 2002, ça a consisté toujours à avoir des processus stratégiques qui partent un peu de la base et où le personnel est très impliqué. Et ça contribue à une forte acculturation collective. Donc je pense qu'il y a deux manières de s'approprier des thèmes. La première façon, c'est d'essayer de les faire énoncer par les personnes qui doivent les porter et les représenter elles-mêmes. Et ça, on ne l'a pas encore fait sur la francophonie. Et on n'a pas forcément encore de concept très évident sur la francophonie. Pour moi, on peut imaginer dans la francophonie une source de rajeunissement pour un certain nombre de politiques publiques. Il me semble que beaucoup de politiques publiques ont pâti d'un économisme qui est devenu omniprésent et réducteur, et qu'elles gagneraient à se rapprocher d'un certain nombre de disciplines qui les rapprocheraient au fond de leur, j'allais dire un mot anglais, constituency. Oui, quel est le mot français pour ça? Et donc, mais vous voyez que ça participe aussi d'un processus pédagogique, et qu'en permanence, je pense que le défi que nous avons en ce moment, c'est précisément de montrer l'actualité de nos métiers par rapport à une certaine évolution du monde et une certaine conception du monde. Voilà, merci pour vos questions, que je transmettrai au directeur général. Si vous en êtes d'accord, nous allons terminer cette très intéressante séance. Je vous remercie d'avoir accepté de venir un petit peu plus tôt. Mais comme vous l'avez compris, Rémi Rioux avait un impératif absolu et il valait mieux maintenir sa conférence que de la reporter à une date indéfinie, sans doute un peu difficile à trouver. Merci de votre attention et à demain.
Voilà.